Voici le nouveau président de la République. Édition spéciale, élection présidentielle. Steve Nadjar. Analyse maintenant de ces résultats du premier tour de la présidentielle avec nos éditorialistes politiques. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour Merci à tous. Merci d'être avec nous, journaliste à France Info et Public Sénat, spécialiste des questions de communication politique. David Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Et merci également d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. Quelle est votre lecture globale, Laetitia, David, des résultats de ce premier tour de la présidentielle et de la nouvelle carte politique qui s'est dessinée hier? Laetitia. Alors c'est une carte que l'on connaît déjà. En fait, pour moi, on refait le match. Finalement, on termine ce match de 2017. Donc quasiment pour moi aucune surprise car l'effondrement des partis traditionnels, cela fait 5 ans que l'on chronique tous sur cet effondrement avec le constat qu'il n'y a aucune incarnation pour reprendre en main et reconstruire le Parti socialiste et les Républicains. Cela fait aussi 5 ans que l'on constate la poussée de l'extrême droite d'un point de vue politique mais aussi sociétal, c'est-à-dire que clairement les électeurs français, les Français penchent et acceptent dans le débat public, les idées d'extrême droite. Donc, si vous voulez, les résultats d'hier soir, avec Emmanuel Macron en tête, mais légèrement, et donc en danger pour le deuxième tour, ne font que confirmer ce que les observateurs observent depuis 5 ans. David, c'est le parachèvement du processus engagé en 2017 ? C'est vrai qu'il y avait une question en 2017, savoir si le macronisme était une parenthèse ou s'il était un véritable tournant dans la vie politique française. C'est le deuxième scénario qui se confirme. Ce qu'on constate à l'issue de ce premier tour, c'est que la dynamique du vote utile a puissamment joué. Elle a complètement dominé ce premier tour avec des logiques inverses. Il y a eu 3 candidats qui ont été propulsés par ce vote utile. Évidemment, les 2 finalistes et également Jean-Luc Mélenchon, qui était un peu plus... les 2 finalistes n'étaient pas une surprise, puisque tous les sondages, sans la moindre hésitation, depuis plus de 2 ans, donnent cette affiche de deuxième tour, à tel point qu'on se disait, il va y avoir forcément une surprise, Exactement. rien ne va se passer comme prévu. En réalité, tout s'est passé absolument comme prévu. La surprise, c'est vrai que c'est Mélenchon, qui a une puissante aspiration de fin de campagne, et qui aurait même pu, finalement, disputer à Marine Le Pen la qualification. Ça, c'est pour les vents ascendants, on va dire. Et puis, dans l'autre côté, il y a le toboggan, et celui-là, il est il est phénoménal ce toboggan parce que certes on savait que le Parti socialiste était dans les choux, il avait fait 6 et quelques % avec Benoît Hamon la dernière fois. Là il termine à moins de 2%, c'est-à-dire c'est même plus la question du financement qui est en cause, c'est-à-dire le seuil fatidique des 5%. Le Parti socialiste est derrière le Parti communiste, il est derrière les écologistes, il est même derrière Jean Lassalle et il est à un petit point, même pas devant les candidats trotskistes. Alors le Parti socialiste, il était en état de mort clinique depuis 5 ans, là il est enterré définitivement, c'est le dernier clou sur le cercueil. Et puis, mais ce n'est pas grave parce que François Hollande a dit qu'il reprendrait le flambeau. Alors on va voir ce qui va se passer. Mais un petit peu quand même. Très clairement, le Parti socialiste ne peut plus être considéré, ne peut plus être considéré comme une force politique majeure. C'est même plus la 2e division là, c'est la 3e zone. Et puis effectivement, Pécresse, la candidate Valérie Pécresse et les Républicains rejoignent finalement cette dynamique puisque elle aussi, elle prend le toboggan descendant. Elle aussi, elle atterrit sous les 5%, ce qui va donner lieu à une banqueroute non seulement politique mais financière. On a vu ce matin qu'elle avait lancé un grand appel aux dons. Et puis malgré l'espoir né de la primaire de sa victoire. Absolument. Et puis de manière générale, on constate que les moyens candidats sont laminés. Il n'y a plus de moyens candidats. Si vous regardez l'échelonnement des scores, il n'y a pas de juste milieu. Il y a 15 points d'écart entre le 3e Mélenchon à 22% et le 4e, Éric Zemmour, à 7%. Il n'y a pas un seul candidat qui se situe entre 10 et 20%. Ça veut dire qu'on a 3 grands pôles maintenant qui ont émergé. Un extrême centre, Macron, une extrême droite, Marine Le Pen renforcée par Zemmour, une extrême gauche représentée par Mélenchon, et derrière on a un champ de ruines. Donc le tableau il est un petit peu apocalyptique, mais voilà, ces vents contraires que j'évoquais ont dévasté le paysage politique et du même coup ils ont installé finalement ces 3 pôles qui semblent totalement irréconciliables et inconciliables. Moi, je suis pas d'accord avec le centre. Je crois que Emmanuel Macron c'est un pôle droit qui a intégré effectivement le centre, mais c'est un pôle de la droite. Donc on a droite, extrême droite, gauche.
Alexis Lacroix nous a rejoint. Bonjour Alexis. Bonjour directeur Steve. de la rédaction d'Actualité Juive. Votre réaction sur la tripartition Je vais pas jouer les Gascons, de l'espace politique. Au fond, je suis d'accord avec les analyses qui ont été. Je vais juste ajouter quelques codicilles. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec l'analyse de David sur la nouvelle tripartition de l'espace idéologique et politique. Il y a les extrêmes droites, en réalité, qui vont coaguler pour ce deuxième tour, c'est une évidence. Il y a une gauche, on va dire, entre guillemets radicale, mais qui, en fait, on l'a vu hier, rassemble un petit peu au-delà de la seule famille des insoumis, c'est une évidence, et qui, au fond, triangule un certain nombre de soldats perdus du Parti socialiste et des écologistes qui se disent, mais au fond, il fallait voter utile, et aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais Jean-Luc Mélenchon, en tangentant 22%, représente en fait de facto la gauche, comme Mitterrand en 1981, et ceci n'est pas une comparaison idéologique, mais une comparaison en termes de rapport de force. Et puis, il y a, alors, là, c'est sur la nature du macronisme que mon ami et ex-condisciple de lycée, David, je vais peut-être émettre, en toute amitié avec lui, un léger dissensus. Nous sommes effectivement face à un macronisme qui est protéiforme. Depuis le début, déjà en 2017, c'était assez protéiforme. Qu'est-ce qu'il avait fait en 2017 ? David le sait mieux que quiconque. Il avait transvasé, au fond, des éléments traditionnels d'une social-démocratie et d'un social-libéralisme, empêchés d'avoir un homme fort à la suite de la disqualification de Manuel Valls lors de la primaire. Il les avait transvasés dans un projet, au fond, qui est comparable à ce qu'on appelait sous la 4ème République la troisième force. La troisième force, c'était le centre qui refusait de choisir entre les gaullistes et les communistes. Sous-entendu, aujourd'hui, entre les forces de droite et les forces incarnées par la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. Au fil des années, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un jugement de réalité. Je rejoins Laetitia. Que s'est-il passé ? Le macronisme, au fil des années, en épluchant les études d'opinion, mais il a plein de conseillers pour faire ça, ils le font très bien, a constaté que sa base sociologique et culturelle, celle qui a triomphé lors du pass vaccinal par exemple, c'était plutôt des boomers conservateurs. Alors je ne dis pas qu'il est passé à droite avec armes et bagages, je ne dirais pas tout à fait cela. En revanche, il incarne, il recouvre un espace qui est celui de la droite orléaniste. C'est ça la réalité du macronisme aujourd'hui, et ceci n'est pas condamnation de ma part, c'est juste le descriptif du switch progressif. Il le sait très bien. Il va évidemment, là, dans les jours qui viennent, faire appel aux professeurs, faire appel à cette république des professeurs qu'Albert Thibaudet en son temps célébrait, pour récupérer une partie de la matrice de la gauche républicaine. Il aura d'ailleurs en cela l'aide de personnalités issues de la gauche républicaine, Jean-Yves Le Drian, Manuel Valls, etc. Mais le cœur du barycentre du macronisme aujourd'hui me semble plutôt au centre droit. David, l'un des enseignements de cette élection, c'est aussi la confirmation du désintérêt croissant d'une partie des Français pour ces rendez-vous électoraux. L'abstention au premier tour est de 26% contre 22,2% en 2017. Première question, comment l'expliquez-vous ? Deuxième question, est-ce que c'est un constat d'échec pour Emmanuel Macron qui ambitionnait il y a 5 ans de réenchanter la politique ? Alors oui, c'est un constat d'échec pour Emmanuel Macron, à la fois sur cette ambition de réenchanter la politique, puis souvenez-vous qu'il avait promis de faire baisser l'extrême droite de façon drastique. On peut considérer ce matin que ça n'a pas été franchement... ce midi, pardon, franchement, une réussite. Sur le, je dirais... Sur le macronisme, bien sûr, il y a eu incontestablement une dérive vers la droite, parce qu'il a compris que sur un certain nombre de sujets, à la fois régaliens et économiques, je dirais, l'évolution de son quinquennat passait par là. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que ce matin, Emmanuel Macron, il a un problème stratégique, c'est que il doit aller chercher des électeurs dont la principale réserve de voix se situe chez Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est de la tactique. C'est de la tactique. C'est plus que de la stratégie, c'est de la tactique. Pourquoi ? Parce que vous considérez que quand il a évolué vers la droite, c'était pas de la tactique Non, parce que ça creux pas. Moi, je regarde sa politique. Oui, mais là, il y a de la tactique parfois, Laetitia, dans la politique. Oui, d'accord, mais je regarde la politique mise en place, c'est-à-dire qui a directement impacté le quotidien des Français, notamment sa politique à destination des entreprises. C'est une politique de droite. Vous pensez à quelle mesure, par exemple, précisément pour par exemple, les salaires. Les salaires n'ont pas quasiment pas augmenté. Le SMIC est toujours resté au même point. Ça, c'est une politique de droite, le fait que les SMIC n'augmentent pas, le SMIC n'augmente pas. Oui, oui, il a aucune mesure en faveur. Alors, vous savez que dans les quinquennats précédents et les gouvernements précédents, le SMIC augmente relativement peu, qu'il soit de droite ou de gauche. Non, je crois pas que. Non, David, juste très rapidement. On va éplucher. Laetitia, termine. C'est pour cette raison que Valérie Pécresse est en dessous des 5%. Je trouve que justement l'illustration la plus parfaite, c'est le score de Valérie Pécresse.
Alexis Lacroix. On va quelques éplucher, évidemment, attentivement, je ne l'ai pas fait, je l'avoue humblement, devant mon ami David, on va éplucher les reports de voix qui ont eu lieu au premier tour. Mais c'est vrai que, comme ça, intuitivement, ce n'est pas scientifique, mais nous savons, nous en avons autour de nous, des électeurs traditionnels de LR qui ont dit, relativement en masse, dès le premier tour, il y a un danger. Il y a un danger démocratique. L'extrême droite est élevée en additionnant les voix des 3 candidats, au fond, qui peuvent s'en réclamer. Allez, soyons raisonnables. Je vote utile. Je me reporte vers Macron. Vous pensez bien, David, et c'est pas une accusation contre Macron, mais vous pensez bien qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils avaient eu, par exemple, comme représentant du social-libéralisme, François Hollande. Ils ont pu le faire, car effectivement, il y a une sorte de coalescence, de correspondance entre les lignes politiques, qui sont celles, en gros, de la droite orléaniste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait chez vous, chez les commentateurs politiques, ces dernières semaines. Quel était le risque majeur pour Macron? C'était en raison d'une politique, disons, plutôt libérale, d'être giscardisé avant l'heure et d'apparaître comme l'homme du passé, l'homme du passif, face à un candidat nouveau qui voulait incarner Roosevelt. C'était le risque, au fond, d'être enfermé, cornérisé, comme l'avait fait Jacques Pilan quand il conseillait François Mitterrand en 1981, dans le rôle de Louis XV. Il a échappé de justesse à sa Louis XVisation, mais elle était écrite par le virage relativement de droite libérale, de droite orléaniste qu'il avait pris depuis maintenant plus d'1 an. Laetitia Krupa, Emmanuel Macron est aujourd'hui dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. C'est une nouvelle campagne qui démarre pour lui? Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu les quelques extraits, puisqu'il répond désormais aux journalistes. Vous avez vu pendant 5 ans que quand même c'était son sport favori. Et il sera sur BFM TV à 18h30 tout à l'heure. Exactement. C'était de les éviter, parce que lui, il veut communiquer sans intermédiation journalistique, c'est-à-dire qu'il estime que les journalistes peut-être peuvent parasiter sa communication en direction des Français. Donc là, il répond. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas fait campagne pour le premier tour et que la campagne doit quand même commencer car le risque existe. Et donc il répond aux journalistes et à un journaliste qui lui demandait quelles sont vos mesures de gauche, puisque ce n'est pas à moi, je pense, de les énumérer, plutôt aux candidats, puisqu'il se présente une nouvelle fois au scrutin. Il répondait ce dédoublement des classes de CP. Mais ça fait 5 ans que les macronistes nous disent uniquement cette mesure, ne nous cite que cette mesure. Elle est très bien, cette mesure. Mais au-delà, qu'a-t-il fait pour l'école? On sort quand même de 2 ans de crise Covid, avec un hôpital à bout de souffle. Je n'ai quasiment entendu aucune proposition pour restructurer l'hôpital, car on le sait bien, là, pour le coup, que c'est pas une question de salaire. Bien sûr que ça l'est, mais des soignants, mais c'est surtout une refonte totale de l'hôpital. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, il est attendu sur des sujets qui sont très concrets. Il le sait. Pourquoi le Nord aujourd'hui? Parce qu'il dit, alors ça, c'est aussi une carte postale, c'est aussi dans son storytelling, ce récit qu'il est en train de construire, qu'il va à l'encontre de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la confrontation, il n'a pas peur d'être face à ses opposants et il est là pour écouter les Français et les convaincre. C'est le maître mot d'Emmanuel Macron pendant les 15 jours, convaincre. Sur ce dernier point, David Revaud-Dallon, sur ses déplacements aujourd'hui et demain d'ailleurs d'Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen sera tout à l'heure dans Lyon. On va se dire les choses très franchement. Emmanuel Macron, il a quand même fait une campagne réduite à minima, à la fois dans le temps et aussi dans l'intensité. Ses adversaires l'ont accusé d'avoir esquivé une partie de d'avoir esquivé cette campagne, de s'être camouflé. C'est en partie vrai, par tactique, parce que lui, il considérait qu'il avait un avantage concurrentiel à conserver le plus longtemps possible son statut de président, à ne pas débattre avec les autres, à ne pas se mêler justement à une forme de débat qui aurait abouti forcément à un 11 contre 1, puisque tout le monde aurait sans pitié tapé sur Macron. Donc c'est de bonne guerre. Le problème, c'est que devait quand même faire un minimum de campagne et que ses premiers déplacements ont été perçus comme des déplacements Potemkin, totalement verrouillés et préparés, que sa présentation de programme a quand même pas été... alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il a donné des marqueurs très forts à droite sur les retraites, ce qui d'ailleurs, dans la perspective de l'entre-deux tours, ce qui était un atout, devient un problème, puisqu'il faut aller chercher précisément des catégories populaires et des lecteurs de Mélenchon, donc à double tranchant. Et puis, de manière générale, il n'a pas été, je trouve, très précis. Notamment, je le trouve qu'hier, je l'ai trouvé déroulant toujours un petit peu ses éléments de langage, ses arguments de vente concernant son bilan, et ne prenant pas tout à fait la mesure, ou finalement ne décrivant pas les
les enjeux de ce second tour. Il a quasiment pas qualifié l'extrême droite, ce qui était assez intéressant, original. C'est qu'il a joué au président de tous les Français en saluant tous les candidats battus, tous les candidats battus à part la finaliste du deuxième tour. Ça, c'est une stratégie un petit peu attrape-tout, le président au-dessus de la mêlée qui veut être le président de tous. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Moi, je trouve que c'est un peu court compte tenu de la mesure de l'opinion aujourd'hui contre les sondages de deuxième tour. Et puis la question des reports de voix qui, on va le voir, est un véritable problème. Radio J. Édition spéciale. Élection présidentielle. Steve Nadjar. Laetitia, David, Alexis, vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. Nous serons en compagnie juste après cette pub de Pascal Sunshine et nous dira depuis Jérusalem comment le scrutin a été suivi en Israël. Restez avec nous. Vous êtes